Laurence, je vais commencer par toi pour peut-être que tu nous dresses un panorama peut-être historique sur de où on part et jusqu'où on pourrait aller aujourd'hui dans la gratuité de l'école, et que tu nous fasses part de tes réflexions. Merci beaucoup Guillaume, merci à vous toutes et tous d'être là. Et voilà. Il marche pas. Si, ça marche. Il faut vraiment que je le colle. Ok. Oui, quelques mots, hein, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, hein. Mais quelques mots peut-être pour qu'on prenne la mesure d'à quel point la question de l'école gratuite est une question politique fondamentale. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle ici, dans le cadre d'un parti politique, dans le cadre de la fête de l'UMA. C'est pas simplement des ajustements techniques, c'est une question politique qui se pose et qui se pose en effet depuis très longtemps. Alors, tu l'as dit, tu as mentionné la date de 1882, effectivement, fin 19e siècle, alors que l'école existe, hein. Jules Ferry n'est pas arrivé en claquant des doigts et en disant « Tiens, j'ai une idée, super, je vais créer une école gratuite, laïque, obligatoire pour tout le monde ». Ça s'est évidemment pas passé comme ça, la plupart des enfants étaient déjà scolarisés, hein. Mais il y allait un coup, une semaine, et puis après on arrêtait parce qu'il y avait des travaux dans les champs, et puis un petit coup, il fallait qu'on aille travailler à l'usine. Donc il n'y avait pas véritablement d'harmonisation à l'échelle territoriale. Mais il y avait des écoles, il y avait des instituteurs, des institutrices. Les écoles étaient parfois gratuites, parfois les parents payaient l'instituteur, parfois même l'instituteur c'était le curé, c'était la même chose. Enfin voilà, il faut imaginer une espèce d'improvisation un peu à l'échelle du territoire. Pour les classes populaires, pour les classes bourgeoises, c'était réglé depuis longtemps. Il y avait un lycée, le lycée commençait en CP payant, hein, et donc là en revanche, lycée payant, les enfants de la bourgeoisie, ils allaient à l'école dès l'âge de 6 ans, ils sortaient avec un baccalauréat. On était à peu près sur un taux de 5% d'obtention du baccalauréat, essentiellement pour les enfants de la bourgeoisie. Les enfants des classes populaires, ils étaient en très grande majorité alphabétisés, mais vous l'avez compris, c'était un peu de briques et de broc. Donc, quand Jules Ferry arrive sous la Troisième République, son idée, c'est pas tellement de créer, c'est d'institutionnaliser quelque chose, de l'harmoniser et d'en faire donc une institution républicaine, au sens propre du terme, on est sous la Troisième République, et donc d'en faire, on peut le dire comme ça, même si le mot n'est pas encore utilisé à l'époque, d'en faire un service public. La condition pour en faire un service public, c'est d'abord et avant tout la gratuité. La condition pour que l'école puisse accueillir tous les enfants, c'est la gratuité. C'est le fait de ne pas rendre possible une discrimination par l'argent. D'accord? Donc le premier pilier, c'est l'obligation. Si on veut que ce premier pilier soit appliqué, il faut passer par la gratuité. Et si l'on veut aussi que ce pilier d'obligation soit appliqué, il faut passer par la laïcité. C'est un autre débat pour l'année prochaine, puisqu'effectivement, il faut pouvoir accueillir les enfants de toutes les confessions. La laïcité, c'est un principe d'organisation de vivre ensemble. Donc la gratuité. La gratuité, point majeur, qui était déjà là aussi, hein, je vous l'ai dit, dans l'air du temps, mais qui était accolée à l'idée que la gratuité était réservée aux enfants les plus indigents. À l'époque, on disait indigents. C'était réservé aux indigents au 19e siècle. Hein. Donc, les enfants les plus pauvres avaient le droit à la gratuité. Donc, Jules Ferry décide d'harmoniser tout ça. Alors, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça n'est pas si facile. Parce qu'en réalité, l'école obligatoire, il ne faut pas que vous imaginez que les parents ont fait « Oh mais chouette, l'école est obligatoire, tu vas pouvoir y aller tous les jours, du lundi au samedi, et puis on va se débrouiller sans toi au champ. » Ben non, les parents ils ont dit « Comment ça l'école obligatoire ? Ouais, ok, bon bah là tu vas cette semaine-là parce qu'on n'a pas besoin de toi, mais la semaine d'après tu vas pas. Hein. » Donc voilà, donc ça a été lent à se mettre en route. À tel point d'ailleurs que les familles qui refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école obligatoire, on affichait leur nom sur le fronton de la mairie, en disant « Ouh, la mauvaise famille !» Donc, hein, c'est une idée voilà, pour la gestion municipale. Alors, on peut se dire que ça procède d'une volonté de démocratisation scolaire. Je lance le mot parce qu'évidemment, c'est un mot-clé quand on pense politiquement à l'école. La démocratisation scolaire, c'est l'idée de faire en sorte que tous les enfants, quelles que soient leurs appartenances sociales, de genre, géographiques, quel que soit leur état de santé, culturel, hein, d'origine culturelle, etc., tous les enfants
et les mêmes possibilités, pas forcément de réussite, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas d'accomplir la trajectoire scolaire de leur choix. C'est-à-dire qu'il n'y en ait pas qui soient empêchés dans leur choix scolaire du fait de leurs origines sociales ou de leurs origines culturelles, etc. Donc, le moment Ferry participe d'une démocratisation scolaire. Mais il y a un péché originel, parce que même quand on est laïque, on fait des conneries. Il y a un péché originel dans la décision de Jules Ferry dont on parle assez peu, dont on parle trop peu. C'est que Jules Ferry ne va pas jusqu'au bout de sa démarche. Jules Ferry dit « Ok, école gratuite, laïque, obligatoire, mais on ne va pas fermer les lycées payants pour la bourgeoisie. » Ben non, ça aurait été un peu trop demandé. Hein. Donc on ne va pas aller jusque-là. C'est vraiment le républicanisme modéré encore. Donc on ne va pas pousser complètement la logique jusqu'au bout. Et donc ce péché originel, il est à l'origine du fait que les classes bourgeoises ont continué d'avoir leur voie parallèle. Et qu'en réalité, cette école gratuite laïque obligatoire n'a jamais été véritablement une école de brassage social. Et là, vous voyez où je veux en venir. La gratuité, c'est l'opérateur initial pour permettre la possibilité d'un brassage social à l'école. Merci Laurence. Bon. Élise, me tourne vers toi. On va revenir un peu plus en détail. J'ai envoyé quelques bribes comme ça sur les constats de ce que coûte réellement l'école aux familles et quelques arguments qui nous permettraient d'aller vers une gratuité et une amélioration du service pour les élèves. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Est-ce qu'on m'entend bien ou est-ce qu'il faut que je rapproche? C'est bon, ok. Donc effectivement, comme dit Guillaume, je vais revenir sur quelques constats après que Laurence ait brossé l'historique, la genèse de l'école gratuite. Quelques constats sur où on en est aujourd'hui dans les coûts de l'école associés à l'éducation. La première chose qu'on doit dire, c'est que effectivement, l'école n'est pas du tout gratuite, l'éducation n'est pas du tout gratuite, et ce pour toutes les familles, mais avec des variations très importantes. Alors, quand on prend des chiffres, moi je suis économiste, donc je vais forcément avoir tendance à vous, j'espère que je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais je vais en donner quelques-uns, et puis avoir un raisonnement un peu économique par rapport à cette question de la gratuité de l'école. Par rapport au constat, donc on a une école qui coûte autour de 500, 600, 700 euros par an pour un enfant de primaire. Et puis aussi, maternelle et primaire, c'est lié à la cantine, c'est lié au périscolaire beaucoup, à la garderie du matin, et puis le goûter après jusqu'à 18h, et puis le périscolaire le mercredi pour ceux qui, évidemment, ne peuvent pas garder leurs enfants. C'est ça la grosse partie du coût. Ensuite, on va avoir également des transports de l'internat, mais ça c'est pour des plus grands, hein, c'est surtout au niveau du collège et surtout du lycée qu'on va avoir les transports et l'internat quand on a besoin de partir, quand il n'y a pas à proximité le lycée. Et puis pour les étudiants, là le coût pour les étudiants, évidemment, on va dire qu'il explose, puisque la plupart des étudiants sont obligés de décohabiter, comme on dit, et là le coût par mois est évalué à peu près à 500-600 euros, sans compter les besoins de nourriture. Donc si on prend le coût total pour un étudiant, c'est 900 euros par mois, dont 400-500 qui sont liés à son logement et à ses fournitures et à son matériel. Donc on a un coût qui est croissant avec l'âge, hein, c'est ce que je voulais dire, premier constat, avec pour les étudiants un coût très très élevé. Et puis on a un coût qui est complètement variable en fonction de là où on habite. Ça c'est très important de le dire, parce que vous avez sûrement, enfin si vous êtes parent, vous avez la vision de ce que ça vous coûte là où vous habitez, mais il faut savoir que si on habite Paris, si on habite Rennes, si on habite Pau, si on habite Perpignan, ça n'est pas du tout pareil. Je prends l'exemple de la cantine. La cantine à Paris, on va de 0,13 centimes, enfin de 13 centimes, pardon, de 0,13 euros pour un repas pour le tarif le plus bas, jusqu'à 7 euros pour le tarif le plus élevé. Quand on va à Rennes, on va de 30 centimes pour le tarif le plus bas à 7 euros pour le tarif le plus élevé. À Lyon, à peu près pareil, de 80 centimes à 7 euros. Donc là, on est sur des villes où il y a un très très fort gradient dans la tarification en fonction évidemment du revenu des parents. Mais si je vais à Perpignan, les plus pauvres payent 2 euros, ce qui est quand même beaucoup plus que 13 centimes à Paris. Et les plus riches ne payent que 4 euros, ce qui est beaucoup moins que les 7 euros de Paris, par exemple, ou de Rennes ou de Lyon. Donc on voit que selon qu'on habite
Perpignan ou Rennes, ben, ça n'a rien à voir, alors qu'on a le même revenu. Si je prends une ville extrême, c'est la ville de Pau, tout le monde paye 3 euros. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, classe moyenne, peu importe, on paye tous 3 euros. Donc là, on a quand même un coût de l'éducation. Là, j'ai pris que l'exemple de la cantine, mais mon raisonnement s'applique au périscolaire. En général, les transports, bah, c'est plus lié à la situation de la famille, etc. Donc on a ces fortes inégalités territoriales qui sont à peu près injustifiables en fait. C'est parce que, on l'a dit, c'est les décisions des communes pour l'école primaire, c'est les décisions des départements pour le collège et de la région pour le lycée. Et donc on a énormément de variations territoriales comme ça. Et puis voilà, pour les constats importants, je pense qu'il faut retenir ces variations territoriales, variations en fonction du revenu des familles, mais pas partout. Et puis, variation en fonction de l'âge, avec un coût qui est croissant et qui, on va dire, explose pour les étudiants, qui constitue un frein très important, évidemment, à la poursuite d'études. Voilà. Alors, après, du coup, quels sont les arguments pour la gratuité totale? Les arguments, c'est 1, régler ces inégalités territoriales qui ne sont absolument pas justifiables. Sur aucun plan moral, éthique, économique, ce que vous preniez, on ne peut pas justifier que des familles qui ont le même revenu à Pau, à Perpignan, à Paris ou à Rennes payent des choses complètement différentes. Ça n'est pas normal. Donc ça, c'est le premier argument. Ensuite, il y a un deuxième argument qui est la sociabilité des enfants. Des enfants qui, comme à Pau, payent 3 euros alors qu'ils sont très pauvres, ne peuvent pas aller à la cantine, ne peuvent pas avoir ces moments de sociabilité qui sont absolument centraux et cruciaux dans la vie d'un enfant, que sont la cantine, le midi. On a 2 heures pour sociabiliser, pour se connaître, pour devenir copains. Si on est obligé de rentrer chez soi parce que les parents ne peuvent pas payer la cantine, on n'a pas ce facteur de cohésion sociale qui est un des buts de l'école, évidemment. Donc ça, c'est le deuxième argument pour la gratuité totale. C'est cette sociabilité, cette cohésion sociale qui se construit à l'école dans ces moments hors de la classe, qui coûtent de l'argent, plus ou moins selon les familles. Le troisième argument, c'est la simplification pour les parents. Parce qu'effectivement, des parents qui doivent aller chercher leurs enfants à 11h30, les ramener à 14h30, entre les deux, 13h30, entre les deux, on ne peut pas travailler, etc. Ça va empêcher, notamment des mères, d'avoir véritablement accès à une insertion sociale et professionnelle de qualité. Le quatrième argument, et là vraiment, vous me voyez venir avec ma casquette d'économiste, ce ne sont pas les arguments qu'on discute habituels, mais c'est des arguments qui sont très importants, en tout cas de mon point de vue. C'est l'argument du revenu, de l'égalité salariale derrière. Je m'explique. Et là, je parle essentiellement du problème des étudiants. Quand on a un coût pour les étudiants qui est aussi élevé quand on décohabite que 900 € par mois, vous imaginez bien que malgré les bourses d'enseignement supérieur, et malgré les APL, en fait, beaucoup ne peuvent pas faire d'études. Il faut savoir que les bourses, c'est environ 250-300 € en moyenne. C'est pas beaucoup. Le maximum, c'est 600. Mais pour avoir 600, il faut vraiment que les parents aient 0. Donc, en fait, un élève de famille populaire ne peut pas forcément faire d'études. Et alors, pourquoi est-ce que c'est très embêtant? Parce que faire des études, c'est ce qui garantit ensuite un revenu plus élevé toute la vie. On a, avec mes collègues économistes, on a fait un calcul dans un travail de recherche qui aboutit à un chiffre très simple. En moyenne, une année d'études supplémentaires fait gagner 10% de plus toute la vie. Une année de plus. Donc, si on ne peut pas faire d'études parce que la gratuité de l'enseignement supérieur n'est pas garantie, pour les classes populaires et dans une moindre mesure, mais aussi pour les classes moyennes, on perd tout au long de la vie du revenu et on perd aussi, alors on a aussi des effets qu'on peut mesurer sur la santé, le bien-être, l'espérance de vie, plein de choses. Donc ça, c'est vraiment très important dans le long terme. Et dernière chose, ce qu'on a aussi pu constater dans nos travaux d'économistes, c'est que 1 € dépensé pour justement permettre une meilleure qualité de l'éducation et l'accès à l'enseignement supérieur, c'est une dépense qui se rembourse toute seule. Parce que justement, pour la société, avoir un individu qui toute sa vie a un métier plus qualifié avec un meilleur revenu, c'est des recettes supplémentaires en termes de consommation, de TVA, d'impôt sur le revenu et de tout un tas de choses. Et en fait, ça rapporte plus qu'1 €
sur la vie de l'individu. Donc ce n'est pas un coût, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement social qui se rembourse tout seul. Donc on ne doit pas avoir de frein, on va dire, budgétaire ou un souci par rapport à la soutenabilité de cette dépense. C'est une dépense qui s'auto-finance. En revanche, et je finis là-dessus, il y a de mon point de vue un point d'alerte dans un contexte actuel de rareté des ressources budgétaires. On a un déficit budgétaire élevé, vous le savez. On a d'ailleurs une mesure de la Commission européenne. Il nous faut redresser nos finances publiques. La gratuité totale de l'école à tous les âges, hors étudiants, à tous les âges jusqu'à la fin du lycée, de l'école obligatoire, si on la faisait là tout de suite maintenant, c'est 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros pour que l'école soit gratuite sur le plan de la cantine, des fournitures, du transport, de l'internat, du périscolaire. Alors pourquoi c'est un point d'alerte? Parce que les 9 milliards, et ça je vais essayer, j'espère que je vais être très claire, mais c'est très important, c'est un message vraiment important pour moi à vous faire passer, c'est 9 milliards qui bénéficient surtout aux plus riches. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit au début, aujourd'hui, une famille très pauvre qui a le premier tarif de la cantine et du périscolaire, elle paye, j'ai dit 13 centimes, 30 centimes, 60 centimes, 80 centimes selon les villes. La famille très riche, elle paye 7 euros. Donc rendre l'école complètement gratuite, c'est beaucoup d'argent. Et cet argent, c'est surtout de l'argent pour les riches. Parce que c'est eux qui aujourd'hui payent la cantine 7 euros. Celui qui paye la cantine 30 centimes ou 13 centimes ne gagne que 13 centimes. D'accord ? Donc, je me demande, et ça c'est un point de discussion sur l'universalité de cette mesure, est-ce bien opportun aujourd'hui, dans le contexte de rareté des ressources budgétaires, est-ce bien opportun d'offrir aux plus riches cette gratuité alors que ça ne va pas leur servir à grand-chose? Ils mettent déjà leurs enfants à la cantine, ils font déjà des études supérieures, ils payent déjà l'internat sans aucun problème quand il faut que l'enfant décohabite, etc. C'est pas là que ça va se passer. Par contre, là où ça va se passer, c'est pour les familles modestes. Là, c'est un vrai soulagement. Et les classes moyennes aussi. Donc, moi, je me dis, si je suis en responsabilité fictivement, peut-être qu'on a intérêt à mettre la gratuité là où elle est vraiment utile. Les classes populaires, les classes moyennes. Peut-être pas pour les riches, et ça va nous coûter beaucoup moins cher de ne pas leur donner la gratuité, parce que c'est vraiment vers eux que ce serait très cher. Et l'argent qu'on aurait ainsi économisé, entre guillemets, je pense qu'on sera d'accord qu'il y a d'autres politiques éducatives qui seraient peut-être plus urgentes que de payer la cantine des gens riches. C'est recruter des profs, c'est recruter des AESH, c'est payer mieux les profs. Ce serait peut-être plus efficace que payer la cantine des riches, pour le dire de manière un peu simplifiée. C'est quand même, je pense, quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Voilà. Merci beaucoup, Élise. Quand tu as dit 9 milliards, je me suis dit, oh, c'est pas tant que ça, en fait. Non, mais on entend tellement des chiffres de milliards du CAC 40, etc., qui sont bien au-delà des 9 milliards, que finalement, on se dit, tiens, 9 milliards, c'est faisable. Maintenant, voilà, on note l'alerte. Je me tourne vers Florian. Donc, je rappelle, maire de Nouzonville en responsabilité donc, des écoles de sa commune. L'État oblige les enfants à aller à l'école. Est-ce que l'État compense le coût que ça coûte aux communes de scolariser un enfant? Non. Voilà, fin de l'intervention. Non. Merci. La Gapard, c'est difficile de passer après Élise et Laurence. Alors moi, je vais faire mon modeste témoignage de maire d'une petite commune. Nouzonville, c'est 5800 habitants dans les Ardennes, que Laurence connaît. C'est à côté de Charleville-Mézières. Bref, c'est une ville populaire avec des moyens qui sont ceux d'une ville populaire, c'est-à-dire des moyens qui sont réduits. Et pourtant, là, à la rentrée, on a décidé de deux choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui ne le sont pas pour les parents de notre commune. On a décidé la gratuité des fournitures scolaires du CP jusqu'à la classe de CM2. Et on a également divisé le coût de l'accueil périscolaire par 2. Ce sont des mesures. On fait ce qu'on peut, on a surtout quelques convictions. J'y reviendrai après. J'ai mes notes devant moi, c'est juste pour vous détailler ce qu'il y a dans les fournitures scolaires qu'on offre à chaque gamin de notre commune.
il y a un sac, il y a une trousse, des stylos, des feutres, des crayons de couleur, des crayons de papier, des crayons de bois dans certaines régions, la gomme, le taille-crayon, de la colle, les ciseaux, bref, la totale. On n'est évidemment pas les premiers à le faire, il y a plein de communes qui le font, les fournitures scolaires gratuites dans les écoles élémentaires. J'espère qu'on ne sera pas les derniers à le faire. On l'a fait parce que la rentrée, c'est un moment difficile, encore plus difficile pour les familles de notre secteur. Et on l'a fait parce qu'on pense que c'est une mesure de justice sociale. On pense que c'est important pour tendre vers l'école publique enfin gratuite, même s'il y a plein d'étapes et plein de choix à faire, comme Élise, tu l'as bien expliqué. On pensait que c'était important de faire ces actes-là. Ces actes-là, il y a d'autres élus en France qui arrivent à le faire, des élus le plus souvent, très majoritairement, à gauche, plein de communes qui font ce qu'on a fait dans notre commune à Nouzonville, des départements, des lycées, des régions qui s'occupent des lycées à gauche, qui arrivent notamment à faire des manuels scolaires gratuits. Et en fait, je vous évoque ces actes-là, ces mesures-là, parce que ce qu'on fait dans plein de localités de ce pays, ce qu'on fait dans les départements de gauche, dans les régions de gauche, ce sont des mini, je mets vraiment des guillemets, des mini-acquis sociaux. Généralement, même si ça repasse à droite derrière, après nous, on ne remet pas ça en cause. Ça devient normal, ça devient basique. Et je pense que c'est un marqueur sur lequel la gauche doit se positionner. Et je le dis ici à la fête de l'UMA, je suis un petit maire, donc si jamais il y en a qui passent, ils l'entendront peut-être, les responsables politiques de gauche. Saisissez-vous de cette question-là, parce qu'il y a consensus dans la population là-dessus. Il faut faire en sorte que l'école publique soit effectivement gratuite, en tout cas aller vers la gratuité. Tu parlais, Élise, de la raréfaction de l'argent public et des choix qu'on doit faire. Moi, je soumets une piste de réflexion qu'on peut peut-être évoquer au micro maintenant ou un peu plus tard. C'est le fardeau que représente l'école privée pour nous, les communes. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a un principe qui est la parité du financement des écoles publiques et de l'école privée. Dans ma petite commune de Nouzonville, donc je vous disais 5800 habitants, il y a 3 groupes scolaires publics. Il y a une école catholique qui est à l'intérieur. Alors on ne fait pas de guerre scolaire, on ne juge pas, on connaît plein de copains qui mettent leurs enfants dans l'école privée. Mais la mesure que je vous ai citée, c'est-à-dire offrir les fournitures scolaires aux enfants de notre commune, c'est un peu moins de 5000 balles. Le chèque que je règle tous les ans à l'école privée catholique, c'est de 70 000 €. Pourquoi ? Parce que nous, on a fait le choix de bien doter nos écoles publiques dans notre commune. On fait le taf. Le chauffage, dès qu'il commence à faire froid, on le rallume. On fait les sorties scolaires comme il faut. On ne dit pas vous allez 4 fois à la piscine au lieu de 5. On fait à peu près ce qu'il faut pour les gamins de notre commune. Eh bien ça, à la fin de l'année, vous faites un petit calcul. Ça s'appelle le forfait annuel. Eh bien, vous multipliez par le nombre d'élèves de votre école qui sont dans l'école catholique, chez vous, l'école privée en l'occurrence. Eh bien, ça fait un chèque à signer d'environ 70 000 € pour moi à Nouzonville, pour l'école privée. Je soumets ça parce que je crois que l'argent est là et c'est un marqueur dont il faut maintenant parler. Je crois qu'il y a consensus sur ces questions-là. Financement public, financement privé, privé. Voilà. Merci Florian, c'est une transition parfaite. Parce que justement, je voulais revenir. Laurence, tu as terminé ton intervention en disant que Jules Ferry n'était pas allé jusqu'au bout. Et je pense que dans le débat public, Amélie Oudéa-Castéra nous a facilité le retour du débat public-privé en remettant sur le devant de la scène quelque chose qui avait été relativement invisibilisé, c'est qu'il existe en France des lieux où on apprend mieux qu'ailleurs et où les parents font le choix, parce qu'ils en ont les moyens, de s'exonérer, de se mélanger pour rester dans l'entre-soi dans l'école privée. Et dans cette étape de démocratisation, est-ce qu'aujourd'hui, si l'école privée coûte à la collectivité territoriale sur laquelle elle est implantée, quels seraient les mécanismes qui nous permettraient de renationaliser l'enseignement privé, et est-ce qu'on serait en capacité de faire basculer les riches, qu'ils comprennent qu'ils ont un intérêt à venir se mélanger, à venir faire école publique ensemble, petits-fils, les enfants d'ouvriers avec les enfants de cadres et les enfants de très riches? En fait, c'est un débat sur la collectivisation. D'accord. Alors, deux, trois petites choses qui me viennent et puis je réponds après. D'abord, dire quand même merci à Amélie Oudéa-Castéra, qui est sans doute, on peut l'applaudir, qui est ma ministre préférée, fugace, très rapide, mais d'une efficacité vraiment incroyable pour remettre au premier plan des questions fondamentales.
dont on avait arrêté de parler en fait, hein, et notamment ce dualisme privé-public. Donc pour ça, il faut quand même reconnaître les choses, hein, on n'est pas sectaire, voilà, donc merci. Sur ce que disait Florian, quelques remarques. Donc la loi dont tu parles, c'est la loi Carle, qui est la loi qui vous oblige, vous les municipalités, effectivement, à financer les écoles privées lorsque les écoles publiques, lorsqu'il n'y a pas les infrastructures publiques pour accueillir les enfants. Hein. C'est une loi qui est dans la lignée de la loi Debré, hein, c'est-à-dire cette idée que c'est pas de la faute des familles s'il n'y a pas d'école publique. Donc, comme l'État prend en charge l'instruction et l'éducation de tous, il est normal qu'il finance les écoles privées. C'est la philosophie générale de cette loi. Bon. Il faut que vous sachiez que lorsque un ministre que j'aime beaucoup moins qu'Amélie Oudéa-Castéra, qui s'appelle Jean-Michel Blanquer, que nous ne sommes pas obligés d'applaudir, était au pouvoir, il a mis en place en 2019 une loi, hein, à son nom, la loi Blanquer. Et dans la loi Blanquer, il a rendu obligatoire l'instruction à partir de l'âge de 3 ans, en insistant sur le fait qu'il fallait que les enfants soient scolarisés dès l'âge de 3 ans, hein, le plus tôt possible, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose d'un point de vue de la démocratisation scolaire. Mais du fait de la loi Carle, la réalité, c'est que énormément de communes n'avaient pas les infrastructures, par exemple, pour accueillir ces enfants de 3 ans, et notamment en Outre-mer, où on avait 25% des enfants de 3 ans qui n'étaient pas scolarisés. Donc, résultat, cette loi a été un énorme cadeau aux écoles privées, financé par les communes. Vous voyez, donc, vraiment, c'est un système qui devient, en effet, hein, je suis absolument d'accord, qui nourrit une injustice absolument énorme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comment faire pour nationaliser les écoles publiques? Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Hein. Alors moi, je dirais, soyons prudents. Privés, pardon. Soyons prudents, procédons par étapes. Bon, procédons par étapes parce que, là encore, je vais prendre ma casquette d'historienne. Il faut être très honnête. La dernière fois qu'un ministre de l'Éducation nationale de gauche a tenté de toucher à l'école privée, c'était en 1984, c'était Alain Savary, qui souhaitait juste faire... il ne voulait pas nationaliser les écoles privées, hein, il voulait juste faire entrer le public et le privé dans un système qui regroupe les deux, un système public unifié, laïque. Bon. Peut-être le savez-vous, mais ça a été... je ne sais plus combien de millions, parce que moi je confonds les zéros, je crois que c'est 1 million de personnes dans les rues, voilà, droite et extrême droite côte à côte, et une pression sociale et politique telle que Savary a reculé. Hein. Et d'ailleurs, c'est un acte qui n'est pas anodin du tout hein, dans l'histoire de la social-démocratie. C'est une véritable capitulation. Hein. Bon, après, ils nous ont habitués à le faire, mais là, c'était l'une des premières capitulations véritablement sous Mitterrand. Et ça a entaché hein, considérablement cette question publique-privée, c'est-à-dire que la gauche a du mal à la reposer, je dirais, avec courage dans l'espace public. Bon. Ceci étant dit, je vais comment dire, être un petit peu... je ne vais pas être idéologue, je vais essayer d'être un peu pragmatique. Il faut agir avec prudence. C'est une bataille culturelle, en fait, cette histoire. C'est une bataille culturelle. Donc, on ne peut pas arriver, je crois, du jour au lendemain en disant l'argent public pour les écoles publiques, même si on le pense et même si je le pense. Hein. C'est une bataille culturelle parce que la question scolaire, aujourd'hui, dans le pays, est une question qui est dépolitisée. Et elle est tellement dépolitisée que la famille qui vit dans un quartier populaire extrêmement violent, qui a économisé de l'argent depuis des années en se disant « Moi, je veux que mon enfant il aille dans le collège privé parce que le collège du quartier, c'est un collège dans lequel il risque d'être harcelé, c'est un collège dans lequel il risque d'être maltraité, etc. » Cette famille, on ne peut pas lui dire du jour au lendemain, sans lui expliquer pourquoi, que c'est un choix qui met en péril d'autres enfants. Or, c'est ça qui se passe. C'est un choix qui met en péril d'autres enfants. C'est-à-dire que c'est un choix de protéger ses propres enfants qui met en péril d'autres enfants puisque ça rend pérenne ce système du privé comme une option de délestage de l'école publique. Bon. Moi, je pars toujours du principe que, parce que c'est mon côté pédagogue, il faut expliquer les choses aux gens. Voilà. Et donc,
expliquer à quel point, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, expliquer à quel point la question de l'école, c'est une question politique, la question de l'école publique est une question d'intérêt général, exactement comme la santé. Moi, je dis souvent, ce qui me permet, moi, de me soigner si je suis très malade, c'est parce que vous êtes en bonne santé. Ce qui permet à un enfant de réussir alors qu'il a des grandes difficultés, c'est parce qu'il est mélangé avec des enfants qui en ont moins, voilà, dans une structure qui ne fait pas de différence entre les enfants. C'est ça l'idée. Donc c'est une question d'intérêt général. Mais ça fait vraiment partie de la bataille culturelle parce que ça s'est perdu, ça s'est éteint, ça. Depuis des années, depuis 30 ans, ça s'est éteint. Donc il faut y aller petit à petit. Alors c'est aussi un vieux débat. Par exemple, sous la Révolution française, il y avait un débat entre Condorcet et Lepelletier-Saint-Fargeau. Lepelletier-Saint-Fargeau, c'était le Robespierriste, 93, c'est lui qui défendait l'éducation nationale. Condorcet était plus modéré et défendait l'instruction publique. Et ils se sont posé la question et se disent, est-ce qu'on interdit l'école privée ? Après tout, pourquoi pas, hein, la Révolution française, c'est l'État révolutionnaire prend en charge l'éducation et l'instruction des petits citoyens dès l'âge de 6 ans. Il y en a qui étaient vraiment à deux doigts même de les soustraire carrément à la famille, hein, pour en faire de petits révolutionnaires. Donc ils se posent la question, est-ce qu'on peut interdire l'école privée ? Et en réalité, ils arrivent à un consensus qui est de dire non, on ne va pas interdire l'école privée, on va rendre l'école publique désirable. Et rendre l'école publique, c'est le terme qui est utilisé, plus désirable que l'école privée. Voilà. C'est peut-être ça, dans un premier temps, c'est la première étape qu'on pourrait faire sur le plan, en tout cas, de la bataille des idées, hein, la rendre plus désirable, c'est-à-dire faire tout ce travail qu'on est en train de faire là, ce travail de terrain, ce travail de conviction des gens que mettre son enfant dans l'école publique, c'est pas seulement agir pour son enfant, c'est agir pour tous les enfants. Voilà. Et ce sont des phrases qui sont des phrases simples à dire, mais ce sont vraiment des préalables avant de prendre le risque d'une décision qui soit vécue comme une décision autoritaire et vécue comme une décision liberticide, en fait, parce que c'est ça la vraie question qui va se poser. Voilà, donc voilà, c'est effectivement un enjeu de démocratisation scolaire. Et bien entendu, le fait qu'il existe des établissements comme Stanislas à côté des établissements qui prennent l'eau, dont la région se désintéresse complètement, dont le département se désintéresse complètement, dans lesquels les enfants risquent d'être électrocutés parce que l'eau passe dans les circuits électriques. C'est absolument insupportable, donc c'est évidemment absolument à dénoncer, mais allons-y vraiment étape par étape. Et je termine juste par une chose, parce que la bataille culturelle, c'est pas une bataille culturelle qu'on mène uniquement du côté de nos adversaires de droite. Il faut aussi parler à nos camarades de gauche, hein, parce que chez nos camarades de gauche, la défense de l'école publique, elle n'est pas systématique. Elle est souvent là, hein, dans les mots, mais dans les pratiques, c'est plus compliqué. Voilà, donc ça aussi. Et puis même chez nos camarades parfois radicaux d'extrême gauche, où on va préférer mettre son enfant dans une école privée hors contrat Montessori, hein, et on a aujourd'hui dans certains villages des écoles publiques qui ferment parce que les néo-ruraux, comme on dit, qui sont arrivés, ont ouvert leur petite école communautaire Montessori. Donc vous voyez, c'est une bataille culturelle qui n'est pas sectorielle, hein. Ce n'est pas quelque chose de droite-gauche, ça dépasse les clivages partisans. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur un point avec toi, Élise. Je vais peut-être faire un peu de provocation, etc. On porte beaucoup nos revendications à Picardie Debout autour de l'universalité des droits, qui nous permet facilement de pouvoir couper court à eux, ils ont tout, nous, on n'a jamais rien. Derrière le eux, il y a, dans certains endroits, les immigrés, il ne faut pas se le cacher, ou les assistés. Et les gens que l'on rencontre ont toujours l'impression qu'ils sont au-dessus des plafonds, des seuils qui leur permettent d'avoir tel niveau de bourse ou telle allocation de rentrée scolaire, etc. Et inversement, ceux qui sont en dessous ont l'impression de recevoir la charité, et c'est une situation qui n'est pas facile. Donc, à quel moment, enfin, à quel degré on met le seuil qui permet de rendre l'universalité acceptable sans que ça nous coûte les yeux de la tête, ce que j'ai bien compris juste avant, mais qui permet de couper court à
j'ai jamais le droit à rien alors que je travaille, mais moi l'école me coûte plus cher parce que je dois mettre au périscolaire alors que mon voisin qui ne travaille pas, lui tranquillement il mange à la maison avec ses enfants, enfin il les voit plus, enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont derrière ça. Donc quel niveau placer cette gratuité et puis cet accès pour que l'universalité puisse être viable. Je vais répondre à la question sur l'universalité et je ne sais pas si j'ai le droit de revenir sur le débat privé parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler. Je suis un peu J'espère que vous n'avez pas marre qu'on parle du privé, mais après je réponds à la question. En fait, je me permets de prolonger ce qu'a dit Laurence parce qu'il se trouve qu'en tant que chercheur, j'ai eu une expérience sur la question et je pense que ça mérite que je partage les résultats qu'on a trouvés parce que je pense qu'ils contribuent justement, enfin j'espère qu'ils peuvent contribuer justement à modifier ce tabou, ce débat très compliqué qu'on a sur la mixité sociale à l'école en général. Parce qu'en fait, c'est ça le débat public-privé, c'est le débat de est-ce qu'on a envie de mixer socialement et scolairement les élèves ou pas. Les parents, après, se cachent un peu derrière des arguments, mais en réalité, le fond, c'est ça. D'accord ? Et vous vous rappelez qu'en 2016, ou vous vous rappelez peut-être pas, peu importe, que Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre de l'Éducation, courageusement, aborde le sujet de la mixité sociale et scolaire et elle initie des expérimentations. Alors, elle essaye avec le privé, mais le privé a tout de suite dit « bah non, mais nous, c'est hors de question ». Donc, en fait, ça s'est fait entre collèges publics. Mais c'est intéressant parce que les expérimentations qui se sont faites entre collèges publics vont permettre d'apprendre quelque chose sur le privé. Enfin, ça se généralise au privé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des collèges qui sont socialement contrastés, mais proches géographiquement, d'accord ? Il y en a pas mal partout, en fait, dans le territoire, des collèges qui sont suffisamment proches, mais qui ont des compositions sociales très différentes, se sont mis ensemble pour mixer leur population d'élèves. Et donc ça a créé... Il y a eu 56 collèges en France qui se sont engagés dans ces actions de mixité sociale, et ça a créé, on va dire, un choc de mixité sociale au bon sens du terme, c'est-à-dire, tout d'un coup, d'une année à l'autre, paf, beaucoup plus de mixité sociale dans les collèges qui s'étaient mis ensemble pour mixer leur population. Et nous, en tant que chercheurs, on s'est dit, ça c'est l'opportunité rêvée pour répondre à la question de fond. Est-ce que quand on mixe les élèves, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul ? Parce que c'est ça dont tout le monde a peur. Quand je dis tout le monde, c'est les parents favorisés ou les parents dont parlait Laurence qui se saignent un peu pour mettre leurs enfants à l'abri, entre guillemets. C'est de se dire, non, mais moi, je vais pas sacrifier mon enfant sur l'autel de l'égalitarisme. Si je peux le rendre meilleur à l'école, peu importe les autres enfants, je le fais. D'accord ? Donc nous, on a utilisé, alors avec beaucoup d'enquêtes, et on a suivi les enfants pendant 5 ans, enfin les élèves, on a utilisé ce qu'avait fait Najat Vallaud-Belkacem pour étudier la question. Et ce qu'on a trouvé, c'est tout à fait frappant. Il n'y a aucun effet négatif d'être dans un collège plus mixte, ni pour... alors, vous allez me dire, ni pour les uns ni pour les autres. On n'est pas très surpris qu'il n'y ait pas d'effet négatif pour les enfants défavorisés d'être dans un collège un peu moins défavorisé, mais il n'y a aucun effet négatif dans l'autre sens non plus. Il n'y a pas de perte en termes de résultats scolaires, il n'y a pas de perte en termes de comportement, de sanctions, de discipline, d'absence, de punition, il n'y a pas de perte de bien-être, il n'y a pas de perte en termes de climat scolaire, de violence, il n'y a pas d'effet négatif tout simplement. En revanche, il y a des effets positifs qu'on a pu mesurer sur le bien-être personnel et sur le bien-être social des enfants qui étaient dans les environnements plus mixtes. Donc, on espère que, évidemment qu'en tant que chercheur, on n'a jamais vraiment beaucoup d'impact, mais ça contribue à... En fait, il y a des fantasmes beaucoup derrière ces questions de privé public et de mixité sociale et de sauver mon enfant par rapport aux autres et tant pis pour les autres. En fait, ça va bien se passer. La mixité sociale, ça se passe bien. Et ça, c'est un message qu'on n'ose plus dire. On n'ose plus le dire, alors que nos recherches le prouvent, mais c'est concordant avec des recherches dans tout un tas de pays qui montrent la même chose. La mixité sociale, ça se passe bien. D'accord ? Donc, voilà, je pense du coup que
il n'y a plus à... c'est pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, donc il n'y a plus à hésiter en fait. Il faut faire des politiques de mixité scolaire. Il faut faire des politiques alors qui peuvent être effectivement des politiques de sectorisation, des politiques de répartir les logements sociaux de manière beaucoup plus équilibrée dans les territoires, parce qu'en fait finalement c'est quand même la mixité résidentielle qui fait la mixité scolaire, hein. Bref, il faut penser ces politiques, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a toutes les bonnes raisons de penser qu'en fait c'est bon pour tout le monde. Voilà. Je reviens du coup à la question qui était sur la gratuité. Alors effectivement, la gratuité, il faut que ce soit hyper transparent. Il faut qu'il n'y ait pas de... en fait, on a souvent tendance à, comme tu le disais Guillaume, on a souvent tendance à penser qu'on est un peu défavorisé par rapport à d'autres, parce qu'en fait, on méconnaît, il y a de l'opacité, on ne connaît pas les critères, on ne sait pas très bien qui a droit à quoi, etc. Donc premièrement, il y a besoin de transparence et de simplicité dans les critères pour que justement il n'y ait pas cette opacité-là. Mais on peut aussi penser qu'il faut qu'au moins 2/3, par exemple, des enfants, des élèves et donc des familles bénéficient de cette gratuité. Moi, ma question, personnellement, elle se pose pour le dernier tiers, voire les derniers 20%. Donc là, on n'est vraiment plus en train de parler de classe moyenne, on est vraiment en train de parler de classes très favorisées. Et je pense que si on a la gratuité de l'éducation pour au moins 2/3, voire 70-80% des familles, et que seulement les familles vraiment aisées, avec des critères hyper simples et hyper transparents, continuent à payer la cantine, le périscolaire, etc., à mon avis, en termes d'économie politique, c'est-à-dire d'acceptabilité, ça passerait. Merci beaucoup. Je te confirme parce que, enfin voilà, je le cache à personne, je suis enseignant, mon épouse est enseignante, donc on a les moyens aujourd'hui de continuer de payer la cantine si on estime que dans ma commune, on est au niveau de payer la cantine. Voilà, ça doit être entendable. Après, j'ai un biais qui fait que je suis quelqu'un de gauche et que la collectivisation des coûts, ça me va bien, donc pas de problème. Mais j'ai pas du tout un intérêt à avoir arrêté de payer des impôts locaux. Par exemple, la suppression des impôts locaux, j'avais les moyens de les payer. Par contre, ça enlève les moyens aux collectivités. Donc, Florian, je me retourne vers toi. Vous avez déjà passé 2 étapes, là, les fournitures scolaires gratuites du CP au CM2, la division par 2 du coût du périscolaire. Quelles seraient pour toi les étapes qui te font vibrer voilà, qu'est-ce qui te semble comme une injustice aujourd'hui que tu voudrais régler dans ta commune, aller un peu plus loin? Qu'est-ce qui te manque? L'ensemble du périscolaire. Parce que j'ai évoqué le périscolaire dans ma précédente intervention, mais dans le périscolaire, il y a plein de choses. Il y a la cantine, il y a les activités avant l'école, le midi, parce que c'est aussi un coût pour la collectivité de mettre des agents qui vont encadrer la restauration scolaire, et la fin de journée pour aider les parents qui n'ont par le boulot, parce qu'ils travaillent avec des horaires qui sont incompatibles avec l'école, leur permettre de pouvoir à moindre coût et même gratuitement à la fin d'un dispositif, parce qu'on dit l'école vraiment gratuite, comment faire? Ça va être un long chemin si jamais on est en responsabilité et qu'on avait l'objectif politique de le faire. Donc idéalement, c'est pas un soutien de l'État, mais c'est à l'État de nous aider à le faire. Pour ça, il faut des recettes fiscales. J'évoquais des possibilités dans ma précédente intervention. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on est dans une situation politique aujourd'hui où on rend les collectivités locales comme responsable de la situation budgétaire du pays. Vous voyez bien Bruno Le Maire, avant de partir, avant de faire son pot, dans lequel il a cité, c'est Michel Sardou qu'il a cité, il me semble. Ouais. Il nous a quand même bien défoncé les collectivités en disant que c'était notre faute. Alors que nous, quand on emprunte des sommes, on dérive un peu, mais quand même on explique. On sait quand est-ce qu'on va pouvoir les rembourser. Hein, tout est fléché, tout est transparent. Donc, pour pouvoir le faire, il faut de la volonté politique. Il faut des moyens, malheureusement, ils ne sont pas toujours en adéquation. En tout cas, on le fait avec les petits pas, c'est ce qu'on on a décidé de faire localement, chez moi, dans les Ardennes, à Nozonville. Merci Florian. Je pense que ça peut être intéressant aussi qu'on ait des échanges. Vous avez certainement des questions à nous poser. N'hésitez pas à lever la main, la première question est toujours la plus difficile. On n'est pas allé au bout de ce qu'on peut dire sur la question, loin de là. Mais je pense que si ça vient de vous, ça peut être intéressant dans les échanges.
Est-ce que quelqu'un souhaite faire une intervention, poser une question Vous avez pris l'exemple des mairies où les coûts des cantines étaient très différents. Et celle qui était quasiment le pire, c'était Perpignan. Est-ce qu'il y a un rapport entre la coloration de la mairie et cette histoire de cantine? Parce que Perpignan, c'est connu, voilà. Très clairement, oui. Donc il y a effectivement, plus la mairie a été gouvernée par la gauche, plus la progressivité est importante, ça c'est indéniable factuellement. Et les mairies qui encore aujourd'hui appliquent le tarif unique, elles sont plus très nombreuses. Perpignan, c'était entre 2 et 4 euros. Donc il y avait un gradient beaucoup plus faible. Mais voilà, Pau, j'ai donné l'exemple de Pau comme étant une des mairies où il y a encore un tarif unique. C'est rare, hein, c'est devenu rare. Mais c'est effectivement des mairies où il n'y a jamais eu de passage à gauche. Et donc on reste sur une idée extrêmement conservatrice du service public. Merci. Avant de prendre une autre question, cette progressivité, on la retrouve dans les collectivités territoriales, plutôt mairies ou communautés de communes. Plutôt dans les collèges et dans les lycées, c'est plutôt des tarifs uniques. Par contre, il y a des fonds sociaux qui sont alloués dans les établissements qui permettent de prendre en charge les familles qui ne pourraient pas payer ce tarif unique. Alors, deux problématiques à ça, c'est que les fonds sociaux sont toujours la variable d'ajustement. À un moment, si on a besoin de faire des économies, c'est sur les fonds sociaux qu'on vient rogner. Et la deuxième difficulté, c'est parfois les démarches administratives qui sont demandées aux parents pour avoir accès à ces fonds sociaux. Donc peut-être aussi, pour rendre l'école gratuite, c'est d'avoir un guichet d'accueil dans les établissements scolaires où il y a des personnels qui puissent accompagner les familles. Je pense notamment aux assistantes sociales qui manquent énormément dans les établissements scolaires et qui permettent de traiter ces questions de manque de moyens pour l'accès à la cantine, pour l'accès aux voyages, aux sorties scolaires, pour la tenue d'EPS aussi. Je veux dire, dans les fournitures scolaires, on pense à la règle, à la calculatrice, etc. Mais il faut des baskets, il faut un short, il faut un t-shirt pour pouvoir faire de l'EPS. Ça fait partie des... Voilà. Il faut un gymnase pour faire classe. C'est une salle de classe, voilà. Tout ce qui coûte énormément d'argent et qui ne doit pas coûter aux familles, il ne doit pas être non plus une charge énorme pour les collectivités. Donc voilà, sur ce point-là, de pouvoir aussi à un moment que les fonds sociaux ne soient pas des variables d'ajustement et de simplifier les démarches d'accès aux fonds sociaux, que ça soit plus l'État qui va en direction des familles plutôt que les familles qui doivent lever la main. Moi, j'ai pas trop de moyens, j'en ai besoin. Voilà, en tout cas, la démarche dans laquelle on pourrait s'engouffrer. Oui, merci. Je reviens sur l'étude que vous citiez faite par Najat Vallaud-Belkacem. Moi, j'ai un ami qui est prof de maths dans le sud de la France et il disait qu'il passe 80% de son temps à faire régner l'ordre. Et enfin voilà, est-ce que ces études, est-ce qu'il y a des articles pour les personnes lambda pour montrer que effectivement la mixité se passe bien Oui, oui, non, oui. Non, mais comme tu es prof et que J'ai pas bien entendu, vous avez un ami prof de maths qui passe 80% de son temps à faire de la discipline, hein, c'est ça que vous disiez. Bah, c'est justement pour ça que la mixité sociale est intéressante, justement. C'est que quand on a des établissements qui sont trop contrastés socialement, donc par exemple, je pense à un collège qui était à Toulouse, qui a fermé, le collège Badiou, et c'était la statistique, je crois que c'était 95% d'enfants défavorisés dans ce collège, avec certains qui réussissaient bien, mais beaucoup de difficultés scolaires quand même. Bon, bah, ce collège, il a fermé. Il y avait vraiment une ségrégation sociale totale, en fait, dans ce collège. Les enfants de ce collège ont été répartis dans d'autres collèges aux alentours qui étaient beaucoup plus mixtes, c'est-à-dire avec un peu de tout, quoi. Bon, bah forcément, en termes de discipline, tout le monde y a gagné. En fait, ce que je vous dis pas, et peut-être c'est ça, ce que les parents ont en tête, c'est ça. C'est si je vais dans le public, mon enfant, tout sage et fort à l'école, va se retrouver tout seul au milieu d'une espèce de jungle, je sais pas quoi, avec un espèce de fantasme de truc.
En fait, la mixité sociale, ça veut dire qu'on va vraiment avoir un peu de tous les profils sociaux et scolaires dans tous les établissements. Donc on ne va pas avoir ces grandes difficultés très concentrées dont vous parlez, qui donnent lieu effectivement à des difficultés pour les enseignants de faire avancer la classe. C'est que quand on a un régime ségrégé, qu'on a ces difficultés-là qui sont concentrées. Vous voyez ? En fait, là, on va ramener les établissements à une composition plus moyenne, plus normale. Donc on va déconcentrer les difficultés. Ce qu'on a trouvé, c'est que des élèves qui passent d'un milieu très favorisé, où ils sont quasiment tout seuls, à un milieu où il y a un peu de tout, ça se passe très bien pour eux. Des élèves qui passent d'un milieu où il y a très très forte concentration de difficultés à un milieu où il y a un peu de tout, ça se passe très bien aussi. D'accord ? On ne dit pas que passer d'un milieu très favorisé à un milieu entièrement défavorisé, ça se passe très bien. C'est converger vers le milieu qui se passe très bien. Voyez ? Et là, effectivement, on allège considérablement les soucis de discipline et de discipline qu'ont les enseignants dans les endroits qui concentrent toutes les difficultés. C'est justement ça l'intérêt. Je peux compléter, ouais. Juste pour compléter aussi, la question que vous posez, c'est une question qui fait se rencontrer deux réalités compliquées. La première, c'est que nos enseignants sont très mal formés. Donc, ce que vous appelez faire régner l'ordre, c'est aussi des stratégies de compensation parce qu'on ne sait pas comment faire, alors qu'il existe tout un tas de travaux sur la question de la gestion de classe, mais nos enseignants n'y ont pas accès parce qu'ils sont très mal formés, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que très souvent, des enfants qui ont des difficultés de comportement ou qui ont des comportements qui ne correspondent pas aux normes scolaires, ça dit quelque chose. Et très souvent aussi, ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent aussi, ça dit un mal-être à l'école. Voilà. Et ce mal-être à l'école, il est aussi très souvent corrélé au niveau social de l'enfant. Pas toujours, mais très souvent. Et en particulier, lorsqu'on est un enfant issu d'une classe défavorisée, on est un enfant qui vit des micro-humiliations quotidiennement. Et la question de la gratuité, elle a sa place là. La micro-humiliation, c'est « mais tu n'as pas donné d'argent pour la coopérative ». La coopérative, c'est peut-être 3-4 euros, mais quand ça tombe à la fin du mois, on ne les a pas. La micro-humiliation, c'est « je ne mange pas à la cantine, mais je reste dans la cour et j'ai un paquet de chips ». La micro-humiliation, c'est, comme tu le disais, ça c'est très juste, mon père et ma mère, ou ma mère toute seule, souvent n'ont pas rempli les papiers parce qu'ils ne parlent pas français. Ils n'ont pas compris les démarches qu'il fallait faire. Donc, effectivement, le coût de la cantine, on est au maximum, etc. La micro-humiliation, c'est « moi, je sais que je ne vais pas partir en voyage scolaire ». Voilà. Donc, évidemment, ça fabrique de la frustration, ça fabrique de la honte sociale. Et c'est une question qui percute énormément celle de la gratuité, parce que la gratuité, c'est aussi un instrument de lutte contre le mal-être des enfants, contre ce malaise ou cette honte sociale. Et je termine là-dessus parce que à chaque fois qu'on parle de l'école, en fait, il est impossible de tirer un seul fil. Quand on tire un fil, on en croise plein d'autres. Donc là, on croise la formation des enseignants, on croise le bien-être des enfants. On peut pousser jusqu'à la question de la santé des enfants. On a des enfants qui vont très mal. Certains enfants des classes populaires vont très mal pour plein de raisons, évidemment, qu'on peut comprendre. Et on a dans l'institution scolaire aujourd'hui une pénurie qui est invraisemblable de toute la chaîne médico-sociale. Donc des enfants qui vont mal, qui ont de véritables problèmes de santé, qui ne sont pas pris en charge par l'institution. Et évidemment, quand on va mal, le fait de rester, mais le cul sur une chaise à regarder comment on résout une équation, c'est un peu le cadet de ses soucis. Voilà. Donc tout ça se nourrit en fait mutuellement. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié, mais ça me reviendra peut-être plus tard. Ça marche. Simplement pour compléter, on peut très bien faire une rentrée scolaire sans ministre de l'Éducation nationale. Mais on ne peut pas faire de rentrée scolaire sans l'infirmière scolaire, sans la prof d'Ulysse, sans un assistant d'éducation et sans psychologue scolaire. Et c'est ce qu'on a fait dans mon collège à la rentrée. Vous voyez, c'est extrêmement compliqué. 4 personnels piliers de l'établissement.
voilà, et qui à un moment manque. Et c'est pas vers la ministre qu'on s'est tourné, c'est qu'est-ce qu'on allait faire des élèves d'Ulysse le premier jour de la rentrée parce qu'ils n'avaient pas d'enseignants, comment on allait gérer la surveillance de la cour parce qu'il nous manquait un assistant d'éducation, comment on allait gérer les élèves en situation de handicap sans la prof d'Ulysse aussi à l'intérieur des classes, comment on allait gérer le paiement de la cantine si on n'avait pas d'assistante sociale, etc., etc. Vous voyez, et les problèmes d'infirmerie scolaire, c'est incroyable. Quand on a une infirmière scolaire, elle est là une journée dans la semaine parce qu'elle a 13 écoles en rattachement en plus du collège. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des manques qui sont criants. Sur le point que vous évoquez aussi, madame, c'est le nombre d'élèves par classe. Clairement, si on fixe aujourd'hui des seuils bas d'accueil, le nombre d'élèves d'accueillis dans chaque classe, ça permet de pouvoir prendre en compte les différences entre les élèves et de régler les problèmes de discipline simplement par le fait de pouvoir s'occuper des enfants, leur donner un temps d'écoute, d'apprentissage suffisant. Je vais vous prendre un exemple. Les enseignants de langue vivante. Un cours dans un collège dure 55 minutes. Si vous avez 29 élèves dans une classe, ça ne fait même... Alors, on imagine que la prof se tait. Ça fait même pas la possibilité de parler 2 minutes à l'oral. Je veux dire, ça veut dire que si l'enseignant parle beaucoup, il n'y a même pas 1 minute par élève dans un temps de cours, comment on peut apprendre une langue vivante avec autant de monde dans une classe? Voilà, sur ces principes-là, c'est vraiment aussi ce principe d'égalité sur lequel on est par rapport à la gratuité. Je pense qu'on doit aussi le retrouver sur les territoires en baissant le nombre d'élèves par classe. Parce que je reviens sur un point qu'on a eu tout à l'heure. Vous entendez beaucoup parler, François Ruffin, de la France des bourgs, la France des tours, la France des clochers, la France des quartiers. On a dans notre département de la Somme un département qui est très centralisé autour de la petite métropole Amiens, d'accord, et tout autour de la ruralité. Et ces dernières années, il y a eu un dédoublement des classes en zone d'éducation prioritaire. Les zones d'éducation prioritaire dans nos départements sont concentrées à la ville d'Amiens. Et comme c'est un moyen constant, on a fermé des classes dans la ruralité pendant qu'on ouvrait des classes dans les zones d'éducation prioritaire. Et donc, indirectement par une politique d'accompagnement des élèves les plus en difficulté, on a reporté des difficultés ailleurs en augmentant le nombre d'élèves par classe. Et surtout, on a augmenté le ressentiment de eux à la ville, ils ont tout, et nous à la campagne, on n'a plus rien. Vous voyez, ces décisions politiques qui mettent en difficulté l'égalité sur le territoire et qui créent des frustrations, des fantasmes sur là-bas, ils ont les moyens de faire, ce qui n'est pas forcément vrai en plus, et alors que nous, on nous retire des moyens. Voilà, sur les principes d'éducation aujourd'hui dans la Somme, qui sont une traduction aussi Vas-y Florian. Et en complément à ce que tu veux dire, c'est très vrai, ça me fait penser à une chose, c'est de l'actualité brûlante, le rapport de l'inspection générale qui fuite il y a 2 jours, dans lequel on dit qu'il y a des milliers d'écoles qui doivent fermer dans ce pays-là. On sait très bien ce qui est visé, donc déjà toujours des économies sur le dos de ce que devrait être du service public d'éducation, et des fermetures qui sont évidemment quasiment toutes visées en milieu rural. Donc on est constamment sur la défensive face à une droite qui, elle, veut faire péter le service public d'éducation, alors que nous, on est en train aujourd'hui de réfléchir à des choses positives pour les gamins. C'est quelque chose qu'il faut maintenant prendre en compte pour maturer un projet, je crois, positif pour les gens. Merci Florian. Est-ce que vous avez... Oui. Oui, moi je partage évidemment ce que vous avez dit sur le fait que la gratuité touche aux questions de mixité scolaire et touche aux inégalités territoriales et aux inégalités sociales, bien évidemment. Moi, je voulais revenir sur l'enseignement privé et le contrat d'association entre les communes et les OGEC. Et bon, moi, je suis élue à la ville de Nantes. Et par exemple, sur la ville de Nantes, on travaille... alors, je ne suis pas élue à l'éducation. Mais sur la ville de Nantes, on travaille à ce qu'on met dans le contrat d'association. Parce qu'on a malgré tout une petite marge de manœuvre sur ce qu'on met dans le contrat d'association. Est-ce qu'on prend en compte les fluides, le chauffage, tout ça? Est-ce qu'on le prend en compte ou pas? Parce que malgré tout, c'est des dépenses importantes qui augmentent beaucoup ce qu'on doit reverser ensuite aux OGEC.
Donc ça, c'est une petite marge. Le travail sur... alors ça ne se passe pas facilement quand on explique aux OGEC qu'on va leur baisser la participation. Mais ça se fait. Et une autre marge, je pense, parce que malgré tout, depuis 2 ans maintenant que les IPS, les indices de position sociale, sont rendus publics, on se rend compte que les IPS dans l'enseignement privé augmentent, que dans l'enseignement privé, en très peu d'années, il y a de plus en plus d'enfants de familles favorisées, de moins en moins d'enfants de familles défavorisées, que des gens de gauche, ou pas, mais font le choix de l'entre-soi et mettre leur enfant dans le privé pour des raisons que vous avez indiquées. Même si moi j'ai une petite réserve sur le fait que, j'imagine que c'est pas ce que vous avez voulu dire, Laurence, mais je pense qu'il faut faire attention. Le harcèlement existe, comme le harcèlement sexuel, le harcèlement scolaire existe dans toutes les catégories de population. Il faut qu'on fasse attention quand... voilà. Mais donc je pense que ce financement public de l'école privée, parce que malgré tout c'est ça, c'est un financement public pour financer l'entre-soi dans l'école privée, je pense qu'on pourrait quand même avoir un levier sur le fait, sur le plan national, donc moi je ne suis pas ministre, mais d'exiger une mixité dans les enfants accueillis dans le privé et que les écoles privées entrent dans la carte scolaire, en fait. Je pense que ça pourrait être un levier. On n'est pas près de l'atteindre, je suis d'accord. Ça a été évoqué par quelques ministres, même de gouvernement de droite. Pape Ndiaye a évoqué ça. C'est pas allé au bout. Mais moi, je pense que c'est des choses qu'à gauche, il faut qu'on défende, en fait. Que l'enseignement privé rentre dans la carte scolaire, et quand il est sous contrat, évidemment, et qu'il y ait une contrainte d'accueil de mixité sociale dans l'enseignement privé. Voilà. À propos des IPS, justement, moi je suis prof au lycée public de Brétigny, juste à côté. L'IPS de la partie générale du lycée, c'est à peu près 100. Bon, la partie pro et la partie générale, c'est moins, mais ça vaut 100. Ce qui est un peu en dessous de la moyenne de Versailles. L'IPS du lycée privé de Brétigny, c'est plus de 130, c'est un truc genre 135, c'est beaucoup. Quand il y a des élèves qui passent du privé au public, pas parce qu'ils se font virer, alors il y en a qui se font virer parce qu'ils ne veulent pas les gérer, mais pour des questions de finances des parents ou des questions de spécialité d'option, nous on les accueille, moi je me dis, les pauvres, ils vont être dans des classes blindées, qui sont un peu plus brillantes et tout, les élèves sont ravis. Ça me fait halluciner à chaque fois, ils sont mieux dans le public que dans le privé. Et bon, bah ça c'est mon petit retour local, mais les enquêtes PISA, elles ont montré un truc super intéressant pour la France. Quand tu prends en maths, je dis parce que j'ai pas retenu par cœur, il y a 27 points de plus en maths dans le privé que dans le public. Donc tu te dis, ok, logique. Mais quand tu pondères par l'origine sociale, ça doit être le domaine de la madame, c'est plus pour le public. C'est-à-dire qu'en gros, les riches du public sont meilleurs que les riches du privé, les moyens du public, socialement parlant, sont meilleurs que les moyens du privé, et pareil pour les pauvres. Je sais pas dans quelle mesure c'est vrai pour les trois, mais ça se voit pas, parce que comme ils ont que des riches dans le privé, ben, la moyenne a l'air plus haute. Comment en fait? C'est-à-dire que les parents de milieux favorisés gagneraient à mettre leurs enfants dans le public. Sinon, les articles sur la mixité, c'est dans Libération, je crois, il y en a des biens sur Toulouse. À Nantes, je crois que vous faites un truc sur les collèges. Et à Paris, ils ont fait un truc avec 2 collèges, là, où ils mettent les niveaux. Et je crois que c'est dans Libé qu'il y a des articles où ils interviewent les chefs d'établissement et ils montrent que ça marche. Mais du coup, par rapport à ce que vous disiez, en fait, ça pourrait être un axe, je sais pas, de montrer que l'école publique marche mieux. Relativement mieux. J'avais une petite question, madame. Vous dites 1 euro mis dans l'enseignement, ça se rapporte tout seul. Il y en a qui vont dire, ah mais on a mis de l'argent dans l'apprentissage, on a mis 25 milliards. Mais ça, est-ce que c'est des euros bien dépensés? Alors, ce qu'on est en train de voir sur l'apprentissage, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les effets d'aubaine, c'est-à-dire que ça finance des apprentis qui, en fait, auraient tout à fait non seulement fait des études, non seulement réussi leurs études, mais se seraient insérés dans le monde professionnel correctement. Donc là, effectivement, il y a une proposition pour revoir les financements de l'apprentissage et de le recibler sur les peu qualifiés, enfin le bas, pas les masters, en fait. Parce que ce qu'on constate, c'est que les étudiants de master en apprentissage, ça coûte, effectivement, la formation est payée par l'État, alors qu'en fait, ce sont des étudiants qui, même sans apprentissage, s'insèrent correctement sur le marché du travail, donc ça n'est pas utile. Donc oui, il faut revoir le financement de l'apprentissage. Donc effectivement, pour revenir à votre question, tout euro dépensé n'est pas forcément intelligemment dépensé. Donc les études ont montré que, en moyenne, 1 euro dans l'éducation se rembourse tout seul. Mais il y a des dépenses qui sont effectivement parfois des dépenses un peu bêtes.
Là, on a beaucoup de bruit d'en face, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Je voulais mentionner par rapport aux expérimentations de mixité sociale, vous trouverez une note du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui est justement vulgarisée, qu'on a fait avec mes co-auteurs sur le sujet. Donc là, vous pourrez la trouver sur les expérimentations faites par Najat Vallaud-Belkacem. On a fait également des articles dans Libération, dans Le Monde, mais vous pouvez aussi trouver cette note avec tous les résultats pour vous répondre. Et c'est vrai que vous avez complètement raison, que quand on prend les résultats du privé et qu'on contrôle pour l'origine sociale, il n'y a plus aucun gain. Donc en fait, la seule raison pour laquelle les enfants du privé réussissent mieux, c'est qu'ils viennent de milieux sociaux favorisés, mais les mêmes enfants dans le public réussissent tout aussi bien. C'est très important de le rappeler. Et non seulement ils réussissent tout aussi bien, mais justement ce que montre notre étude, c'est que même en termes de violence, de climat scolaire, etc., de bien-être, ça se passe bien, voire mieux pour eux. C'est ce qu'on montre. Merci Élise. Je pense qu'on va mettre un terme à cette table ronde. Je pense que déjà la première chose, je vous remercie beaucoup. Et peut-être qu'on peut se dire que il y a une phrase que tu as dite, je pense qu'on la partage toutes et tous, c'est que l'école n'est pas un coût, mais c'est un investissement. Et que tous ces investissements sont issus de choix politiques. Alors, quel que soit le niveau dans lequel vous vous trouvez, en tant que parent d'élèves, en tant qu'élu municipal, départemental, etc., vos choix, vos incidences, vos votes dans les conseils d'administration, dans les conseils d'école, etc., conditionnent l'investissement que la commune, que les départements, que les régions et que l'État fait en direction des élèves. Et ça, c'est essentiel de vous dire que vous avez un rôle à jouer, nous avons un rôle à jouer, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Ne laissons pas l'éducation à ceux qui pensent être au ministère. Investissons les questions d'éducation, de gratuité d'accès à l'école dans les communes, en tant que parent d'élèves dans les conseils d'école, en tant que conseiller municipal, en tant que maire. Développons des partenariats où à un endroit c'est possible. Rencontrons des élus qui disent moi je voudrais faire la même chose. Démocratisons ces bonnes initiatives pour que tout un chacun puisse se rendre compte qu'on est en capacité aujourd'hui, en faisant des choix, d'investir pour les gamins et que ça se ressent pour l'ensemble de la vie en termes de salaire, mais aussi pour l'ensemble de la société qui se porte mieux. Voilà, en tout cas, je pense que c'était le sens de nos interventions et je ne doute pas que ça sera le sens de vos engagements dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite une bonne continuité de la fête de l'humanité. Et on se retrouve d'ici une vingtaine de minutes ici avec un Politique-Quiz qui est animé par Damien Maudet, le député de la Haute-Vienne, qui nous fait le plaisir d'animer ce temps comme il a pu le faire à Flixecourt il y a une quinzaine de jours, où il est très bon et on va passer un bon moment de marade avec la politique. Oui, ça peut être drôle la politique. Bonne fin de journée, bonne fête de l'humanité, bon après-midi, merci d'être venu. Merci à Élise, merci à Laurence, merci à Florian.